Bonjour, nous allons parler de la thrombose veineuse profonde. D'abord, nous avons l'examen clinique avec l'interrogatoire et notamment la recherche des facteurs de risque de phlébite, avec les antécédents personnels et ou familiaux de maladies thromboemboliques veineuses, la chirurgie récente ou l'accouchement, l'immobilisation prolongée avec plâtre, paralysie des membres inférieurs ou alitement, l'obésité, l'insuffisance veineuse, la grossesse, le traitement ostroprogestatif, le cancer actif, l'hémopathie, le syndrome inflammatoire ou la maladie inflammatoire et la notion de voyage récent, qui est un facteur favorisant. On va faire un examen physique bilatéral et comparatif. Il y aura des signes locaux d'une phlébite avec douleur d'un mollet spontanée et provoquée et douleur le long d'un trajet veineux. On aura le signe de Homans, qui est une douleur à la dorsiflexion du pied. On aura un mollet inflammatoire avec œdème, peau luisante et augmentation de la chaleur locale et érythème. On aura une perte du ballottement du mollet, une dilatation des veines superficielles. On va palper le cordon veineux induré. Et on aura au niveau des touchés pelviens, on va faire une recherche d'une extension pelvienne de la phlébite. Les signes généraux, on aura un fébricule, une tachycardie. On n'aura pas d'argument pour un diagnostic différentiel, comme l'érysipèle. Donc on n'aura pas de porte d'entrée infectieuse, pas d'adénopathie satellite, pas de sepsis. On va rechercher des signes d'embolie pulmonaire associés, comme une douleur thoracique, une dyspnée. On va faire un ECG. Et l'examen clinique permet la mesure de score, le score de Wells par exemple, afin d'évaluer la probabilité pré-test de phlébite. On a soit une probabilité faible, intermédiaire ou forte. On peut avoir une thrombose veineuse périphérique dite proximale si elle est de siège poplité ou supérieur, ou distale si elle est de siège infrapoplité. Les examens complémentaires en cas de faible ou moyenne probabilité. On va faire en urgence réaliser en décubitus strict la mesure des dédimères qui seront positifs s'ils sont supérieurs à 500 nanogrammes par millilitre. Ça a une forte valeur prédictive négative. S'ils sont négatifs, ils éliminent le diagnostic. S'ils sont positifs, on ne peut rien conclure et on réalise une échodoppler des membres inférieurs. On a des causes de faux positifs comme l'âge supérieur à 80 ans, le syndrome inflammatoire important, le cancer actif, la chirurgie il y a moins de 30 jours. Donc dans ces cas-là, il ne faut pas prescrire des dédimères. La grossesse est une cause de faux positifs, néanmoins les dédimères conservent leur valeur prédictive négative dans cette indication. Il faut éviter une irradiation. Le Doppler veineux des membres inférieurs, on fait donc un Doppler veineux des membres inférieurs si les dédimères sont positifs. En cas d'âge supérieur à 50 ans, les dédimères peuvent être considérés négatifs si le seuil est inférieur à l'âge multiplié par 10. Exemple, inférieur à 600 nanogrammes par millilitre à 60 ans. L'échodoppler veineux des membres inférieurs, c'est un examen non invasif, fiable, simple, non irradiant, peu cher, mais opérateur dépendant. On va avoir une incompressibilité de la veine, c'est le meilleur signe. On peut visualiser le thrombus et au Doppler, on recherche l'absence de flux. En cas de forte probabilité, en urgence, aucun examen ne doit retarder la prise en charge. En décubitus strict, on ne fait pas de dédimère. On fait un échodoppler veineux des membres inférieurs. On recherche des signes d'embolie pulmonaire par un ECG, des gaz du sang, une radiographie du thorax. On fait un bilan pré-thérapeutique avec NFS, plaquettes, ionogramme sanguin, créatininémie, hémostase, groupe ABO et Rhésus. Le traitement, ça va être une urgence thérapeutique, donc on fait une hospitalisation s'il y a un risque hémorragique ou un contexte socio-économique défavorable. On va donner une anticoagulation efficace, débutée dès la suspicion diagnostique, donc avant les examens complémentaires, sauf en cas de faible probabilité ou de fort risque hémorragique. Donc par HBPM par voie sous-cutanée, on donne de la tinzaparine INOEP 175 UI par kilo une fois par jour,
ou de l'énoxaparine, l'Ovenox, 100 UI par kilo 2 fois par jour. En l'absence de contre-indication, comme l'insuffisance rénale chronique sévère, parce que dans ce cas-là, on donnera de l'héparine non fractionnée avec objectif anti-10A entre 0,3 et 0,6. Sinon, on peut donner des nouveaux anticoagulants oraux comme le rivaroxaban, l'apixaban, le dabigatran, l'édoxaban, ne nécessitant pas de relais, qui sont prescrits d'emblée. Et l'autre possibilité, c'est le fondaparinux, 7,5 mg, si on a un poids entre 50 et 100 kg. On fait une injection sous-cutanée par jour, pas de thrombopénie immunoallergique, donc pas de contrôle plaquettaire. Chez les patients oncologiques, on ne fait pas de relais par AVK, il faut laisser les patients sous HBPM jusqu'à rémission. Ensuite, on fait un relais par AVK à J1 avec fluindione, préviscan ou warfarine coumadine, avec un objectif INR entre 2 et 3. On fait un arrêt de l'héparine quand l'INR est en zone thérapeutique. 2 INR à 24 heures d'intervalle sont nécessaires. On fait une éducation du patient sous AVK. On va les donner pour une durée de 3 mois si on a une TVP proximale avec facteur déclenchant retrouvé et 6 mois en l'absence de facteur déclenchant. On va les donner 6 semaines pour les TVP distales. On les donne au long cours si on a un SAPL ou un déficit en AT3. Et il faut discuter en fonction du rapport bénéfice-risque dans les autres thrombophilies en cas de récidive. Il faut discuter la mise au long cours des AVK. On va donner des antalgiques si douleur. On va mettre des bas de contention. On va faire un lever précoce après 24 heures d'anticoagulation efficace et une contention élastique. Et on va surveiller l'efficacité et la tolérance. L'efficacité par des signes de phlébite et d'embolie pulmonaire. La tolérance par des signes hémorragiques. NFS plaquettes à la recherche d'une thrombopénie immunoallergique et INR. Et pour les patients en milieu médical, donc non chirurgical et hors traumatologie sous HBPM, la surveillance plaquettaire n'est plus recommandée en systématique. Les complications, ça va être les récidives, l'embolie pulmonaire par extension de la phlébite et migration d'un thrombus, la phlébite bleue avec TVP compliqué d'une ischémie aiguë du membre inférieur. Ça peut être une complication iatrogène avec risque hémorragique des anticoagulants, thrombopénie immunoallergique à l'héparine. Ça peut être une maladie post-phlébitique avec signe d'insuffisance veineuse chronique. On la prévient par bas de contention au long cours et il faut favoriser la marche, la perte de poids et éviter la station debout prolongée. On va faire un bilan étiologique avec recherche des arguments pour un cancer. Donc ça va être une recherche clinique avec les arguments pour un cancer, ça sera altération de l'état général, perte de poids, palpation des aires ganglionnaires nécessaires. On va faire des touchés pelviens et on va faire une consultation gynécologique. En paraclinique, on va faire une NFS, des plaquettes, VS, CRP, EPP, bilan phosphocalcique. En imagerie, on fera une mammographie, une échographie abdominopelvienne. Et sur point d'appel clinique, on fera une endoscopie digestive ou une TDM, thoraco-abdominopelvienne. On va faire un bilan de thrombophilie. Les indications, ça sera l'intérêt quand on aura une maladie thromboembolique veineuse uniquement avant 60 ans. Donc pour un premier épisode de maladie thromboembolique veineuse proximale sans facteur déclenchant, ou premier épisode de maladie thromboembolique veineuse proximale provoqué ou non chez une femme en âge de procréer, ou pour une récidive provoquée ou non de maladie thromboembolique proximale, ou pour une récidive de TVP distale non provoquée, ou pour une suspicion de SAPL ou d'une cause systémique, et pour une nécrose cutanée sous AVK, avec un déficit en protéine C.
En clinique, on aura les antécédents familiaux de maladies thromboemboliques veineuses et les fausses couches spontanées à répétition qui vont nous orienter vers un SAPL. En paraclinique, après consentement éclairé car il faut un test génétique, et avant AVK ou après 2-3 semaines d'arrêt des AVK, si risque thrombotique important, on va laisser le patient sous HBPM. On peut avoir un déficit en protéines C ou S avec recherche perturbée par les AVK. On peut avoir un déficit en AT3 avec une recherche perturbée par l'héparine. On peut avoir une mutation du facteur 2, une mutation du facteur 5 Leiden avec résistance à la protéine C activée, c'est le plus fréquent, une hyperhomocystéinémie, un SAPL avec allongement du TCA non corrigé par le plasma témoin par anticorps circulant lupique, un VDRL faussement positif et une présence d'anti-B2GP1 avec TCA allongé par l'héparine. La surveillance, on va faire une surveillance du traitement anticoagulant avec éducation du patient sous AVK, surveillance régulière de l'INR une fois par mois et à 48 heures après chaque modification de posologie. Il faut connaître l'objectif de l'INR. On ne va pas faire d'automédication car il y a un risque d'induction ou d'inhibition enzymatique. On va éviter les excès d'aliments riches en vitamine K comme le chou. On va vérifier l'observance du traitement. On va vérifier que le patient ne fait pas de sport violent. On va recommander une prise médicamenteuse à heure fixe chaque jour. On va donner un carnet AVK. On va donner une carte de porteur d'AVK. Pas d'injection intramusculaire et consultation en urgence si on a des saignements. On va surveiller les signes hémorragiques, un surdosage ou un sous-dosage par l'INR. Ensuite, on va arrêter les facteurs favorisants, donc on va faire une contre-indication aux œstroprogestatifs, une prise en charge d'un cancer, une perte de poids sera recommandée et on va éduquer le patient avec une consultation s'il y a une récidive. On va prévenir la maladie post-phlébitique avec la poursuite des bas de contention et on va faire un échodoppler veineux de contrôle à la fin du traitement par AVK. Voilà, c'était tout pour la maladie, pour la thrombose veineuse profonde.